Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de notre séminaire co-organisé par Johannes Angermuller, Luciana Radougagui et Marc Glady. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Johannes qui va présenter notre intervenante Fiona Rosset. Bonjour Christine, bonjour Fiona. Merci pour cette introduction. Fiona est une professeure de langue anglaise à Nanterre en sciences du langage et linguistique. Tu as publié un livre dans la collection que je dirige sur les orateurs aujourd'hui, d'un point de vue SFL rhétorique. Voilà. Et voilà, tu travailles à Nanterre depuis très longtemps et tu es australienne, donc tu sais parfaitement articuler des perspectives des aires linguistiques différentes. Et donc, je te laisse la parole pour aujourd'hui. Et voilà. Merci Johannes, merci à tous pour cette invitation, pour cette possibilité d'échanger avec vous tous. Je suis très heureuse d'être avec vous et de partager avec vous un sujet de recherche qui me passionne depuis fort longtemps maintenant. Et donc, j'attends avec impatience vos remarques et vos questions à la fin. Je suis linguiste, grammairienne au départ, officiellement, parce que je m'intéressais à la linguistique textuelle. Euh, mais j'ai été amenée à adopter une approche discursive, à prendre le tournant social, comme on dit, qui s'est imposé à moi par mon objet d'étude. J'y viens dans un instant. Par ailleurs, depuis 8 ans, j'enseigne dans un domaine qui relève de la linguistique appliquée. Je ne sais pas si on peut dire de l'analyse du discours appliqué. Je suis responsable d'un master professionnel en management interculturel trilingue qui propose par ailleurs un parcours en communication. Et donc, je suis en contact direct avec les acteurs du monde professionnel. Cela nourrit directement ma recherche et cela m'a également amené à apprendre, à adopter une approche de plus en plus critique. Je vais donc commencer le partage de mon écran. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la prise de parole en public, exemple parmi d'autres de paroles monologales. Comme annoncé dans le titre de cette présentation, je vais parler surtout des réseaux sociaux, mais je vais situer ces exemples parmi des exemples de prise de parole non numériques et d'autres exemples numériques. Par exemple, des exemples comme ceci. À gauche, vous voyez des exemples de prise de parole en public avant l'ère numérique traditionnelle où un orateur s'adresse à un public en direct. Et puis, à droite, vous avez des exemples qui datent de cette ère numérique. Vous reconnaissez un format connu, des orateurs connus. Jean-Luc Mélenchon, et c'est un cas intéressant parce que il est le premier, à ma connaissance, dans le monde à être le premier homme politique dans le monde à avoir utilisé l'hologramme. Et c'était lors de la campagne présidentielle de 2017. Alors, mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux à proprement parler, sur Instagram par exemple? Euh, j'ai pris quelques captures d'écran de vidéos dont je vais vous parler après. Euh, à gauche, vous voyez des dirigeants et des personnalités politiques, enfin à gauche et aussi au centre. Et puis
sur la droite, vous voyez des individus que vous connaissez sans doute pas, des influenceurs ou des créateurs de contenu, comme ils préfèrent se faire appeler, euh, des activistes. En bas, vous avez un activiste américain pour le climat, une Britannique qui prône les régimes véganes, où en haut, il ne s'agit pas d'activiste à proprement parler, il s'agit d'un professionnel, un nutritionniste, mais quand il prend la parole dans ses vidéos, hein, sur Instagram, il ne parle pas que de nutrition, il parle aussi de sujets de société. Je m'intéresse donc à cette pratique discursive qui s'est renouvelée et qui s'est véritablement transformée ces dernières années. Et donc, je pense que mon propos rejoint directement les préoccupations de votre séminaire, parce que pour comprendre ces changements, on ne peut que se référer au contexte social. Et pour tout vous dire, j'en suis venue au numérique un peu malgré moi. Je suis plutôt technophobe. Et ce qui m'intéressait au départ, c'était ces autres, ces exemples de prise de parole sur scène et ce mystère d'un orateur qui arrive à capter la foule et les ressorts linguistiques qui lui permettaient de faire ça. Euh, donc, mais il fallait bien que je m'intéresse à ce renouvellement créé par le numérique. Renouvellement qui a été bien commenté dans la presse, notamment, ou par les acteurs de ce monde de l'industrie de la parole eux-mêmes. On parle par exemple de confiance renouvelée dans le pouvoir de la parole, de révolution culturelle, de talk renaissance aussi. Et les spécialistes de la rhétorique parlent aussi de boom de l'art oratoire et de la place de l'oral qui revient au centre de la vie publique. En France, en 2018, l'Express titrait Retour en force de l'art oratoire. Et c'est intéressant de remarquer en France, dans la tradition jusqu'ici, privilégier l'écrit lorsqu'il était question d'argumenter ou d'exprimer une opinion personnelle. L'essor ces dernières années des concours d'éloquence, de livres, de films, de documentaires hein, sur la prise de parole. Cela touche aussi le secteur de l'éducation, avec notamment l'épreuve du grand oral du nouveau baccalauréat que ma fille aînée a subi l'année dernière. Cet engouement qui est mondial hein, et peut être considéré comme émanant de l'ère culturelle anglo-américaine, a bien été suscité par les nouveaux formats de prise de parole générés par l'arrivée de la vidéo en ligne. On parle donc d'orateurs numériques, digital speaker, de digital oratory et aussi de démocratisation de la parole publique où tout individu peut faire entendre sa voix. Et par ces nouveaux formats, la parole publique n'est plus réservée aux personnages publics, comme les hommes politiques, mais maintenant, il y a un éventail plus diversifié hein, d'acteurs sociaux, que ce soit des jeunes, des femmes ou des membres d'autres minorités hein, qui arrivent à prendre la parole. Ces nouveaux orateurs le font notamment pour faire passer des messages politiques. Et donc, le numérique constitue un nouvel espace pour construire des formes de résistance, le lieu de digital activism ou de digital citizenship. Alors, ce point a été souligné pour ce qui est des vlogs par Christelle Combe, par exemple. Elle écrivait alors qu'au XVIIIe siècle, Beaumarchais
faisait de Figaro son porte-parole sur une scène de théâtre pour éveiller à une forme de conscience politique ses concitoyens, au XXIe siècle, un vlog pourrait jouer un rôle similaire et servir de nouvelle scène pour l'éducation à la politique. Alors justement, pendant les années Covid, ce phénomène prend vraiment de l'ampleur. Et donc, un YouTuber et activiste pour le climat, cité dans le quotidien britannique The Guardian, déclare, je cite, les médias sociaux ne servent plus seulement à prendre la parole, à prendre, alors justement, je vois pas tout, à prendre des selfies et à créer des blogs, mais aussi à organiser, à éduquer les gens au sujet de la crise climatique. Un autre activiste dit, nous utilisons les médias sociaux pour amplifier notre appel à l'action et perturber les systèmes d'oppression. Alors ici, ces propos ont été prononcés lors d'une vidéo sur Instagram par un activiste pour le climat, un jeune, qui a été élu le plus jeune membre d'un conseil consultatif en 2021 à la Maison-Blanche pour le climat. En France, il y a eu pas mal d'articles cette année sur les influenceurs et sur les activistes influenceurs au moment où il y a eu ce projet de loi au printemps pour encadrer l'activité des influenceurs, y compris un sujet sur France Inter qui titrait «Les influenceurs verts, une espèce en voie de développement». Donc, aujourd'hui avec vous, voici ma- l'organisation de ma présentation. Je commencerai par donner quelques repères théoriques pour un objet d'étude qui s'avère bien pluridisciplinaire. Ensuite, je vous présenterai mes tentatives de catégorisation pour rendre compte de ces nouveaux formats de prise de parole, y compris sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous montrerai quelques exemples sur les réseaux sociaux et leurs ressorts discursifs. Et en guise de conclusion, j'évoquerai plusieurs questions d'ordre critique peut-être pour lancer notre discussion. Alors, d'abord, un mot sur la métalangue. Ce que je présente aujourd'hui, comme Johannes l'a dit, est issu en partie d'un livre publié au début de cette année que j'ai écrit en anglais. Et donc, cette présentation aujourd'hui, je crois que c'est la première fois où je présente ce sujet en français. Et donc, cela m'a amené à poser des questions de métalangue. Alors, j'ai décidé de garder quelques termes en anglais voilà, par commodité des formules. Donc, veuillez pardonner ce va-et-vient entre les deux langues. Et aussi pour les citations hein, que je tire de travaux anglophones. Là où vous voyez un petit R après la source dans mes diapos, c'est que c'est moi-même qui les ai traduites pour cette présentation. Mais le français a cette belle locution verbale qui n'a pas d'équivalent en anglais et qui est prendre la parole dans la forme nominalisée, prise de parole, est très utile pour moi comme équivalent de speech ou address. Alors, quand on travaille en analyse du discourse, mais qu'on travaille aussi sur les discours, hein, speeches, ça peut porter à confusion. Donc, je parlerai de prise de parole aujourd'hui, pour faire simple, pour prise de parole en public. Donc, prendre la parole souligne l'acte d'un locuteur engagé, un locuteur agent, élevé au statut d'orateur, quel que soit le contexte. Donc, je renouvelle un petit peu aussi l'idée de l'orateur sur son piédestal. Alors, il s'agit d'un objet d'étude peu étudié, finalement,
que ça soit en linguistique, en analyse du discours. Et je veux dire pour ses qualités intrinsèques, hein, pas comme prétexte pour étudier d'autres phénomènes, hein. Alors pourquoi? Sans doute parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'interaction, n'est-ce pas, à l'oral. Et puis aussi, je pense que tout ce qui est discours, speeches appartiennent, c'est bien du domaine de la rhétorique. Et donc, on n'est pas allé, on n'a pas osé aller vers ce type de corpus. Et puis, quand il s'agit de la communication numérique, l'oral est beaucoup moins étudié par rapport à l'écrit, peut-être à cause de la complexité des nouveaux phénomènes auxquels on a affaire. Donc, pour étudier ces phénomènes, euh, ben, je navigue entre linguistique, sémiotique, rhétorique, infocom, analyse du discours, CDA, et entre travaux anglophones et francophones. Du côté des travaux francophones, ben, je me réfère par exemple aux travaux de Marianne Pavot, au volume coédité par Joanna Thornburg que vous allez recevoir dans ce séminaire aussi cette année, et en numéros spéciaux récents de Langage et Société, d'Adar et de Repères de Riff aussi. Et ces deux derniers ont été coordonnés par Stefano Vicari qui travaille sur les discours des influenceurs. Et puis j'ai déjà cité les travaux de Christelle Combe sur les vlogs. Chez les anglophones, il y a le champ de la rhétorique numérique, hein, digital rhetoric, et puis aussi le champ de Digital Discourse Studies, dont j'ai mis quelques auteurs principaux ici. De tout cela, je tire plusieurs dimensions essentielles, hein, des discours numériques. D'abord, ils circulent dans un espace hyperdiscursif, informé par l'ère de l'interconnexion totale, où le concept de communauté discursive a cédé la place à la communauté virtuelle, où circulent des voix et des contextes décentralisés, comme ces activistes pour le climat, produisant des discours issus de cultures participatives et d'intelligence collective, et dont les différents niveaux d'interaction ont été décrits en ce qui concerne les contenus des vidéos YouTube déjà. Deuxièmement, ces discours reposent sur des ressources de plus en plus complexes, massivement multimodales. Et puis troisièmement, ces exemples sont le produit de nombreuses contraintes technologiques qui relèvent donc de technogenres. Dans le paysage numérique, mon corpus constitue un des rares exemples de discours incarnés. Jusqu'ici, du moins, on va voir ce que l'intelligence artificielle, ça donne. Et puis, ça a déjà commencé avec cette histoire d'hologramme. Mais cela dit, par rapport à l'écrit, l'oral est empathique et participatif et joue sur l'intériorité du son. Il a un lien aussi intrinsèque avec l'expérience humaine. Il implique un locuteur clairement identifié, dont on entend la voix et dont on voit le corps. Il s'agit bien de ce corps qui parle. Et ce corps qui fait partie de l'un des 110 termes et concepts retenus, hein, dans le dictionnaire de langage et société, hein, en 2021, et donc considéré comme une ressource sémiotique bien d'actualité, et je dirais réinvestie, hein, de sens aujourd'hui. Pour ce qui est des discours numériques, on pose souvent la question en fait de leur légitimité, de leur autorité, mais cette question est posée souvent, enfin en général, par rapport à des formes d'écrits qui circulent sur le support numérique. Mais quand c'est un discours oral,
on peut postuler qu'il y a une légitimité innée au canal oral lui-même. D'ailleurs, dans l'article de l'Express que j'ai cité un peu plus haut, euh, on dit que parler, c'est s'engager pleinement. Et puis, la prise de parole, donc la parole monologale, amplifie la focalisation sur la personne du locuteur, hein, par cette relation asymétrique entre le locuteur et l'auditoire, qui met vraiment la personne du locuteur sur le devant de la scène. Et dans un essai sur le cours magistral, Goffman l'associe à d'autres pratiques de communication qui ont lieu sur une scène et qui impliquent un sentiment d'accès préférentiel à la personne du locuteur. Donc, je vais maintenant passer au cas spécifique des réseaux sociaux et tenter une catégorisation, hein, par rapport à d'autres formes de prise de parole. Je me garde bien d'utiliser le terme genre discursif, hein. Je renvoie à tout ce qui a été écrit sur la difficulté à appréhender les discours numériques et à chercher à identifier des genres de discours comme on faisait auparavant. En plus, il y a le problème des pratiques de communication qui se renouvellent sans cesse, qui ne se stabilisent jamais, poussées par les concepteurs des plateformes, des algorithmes, pour répondre à ce besoin de faire des clics. Cela dit, j'ai tenté d'élaborer des catégories de ce qu'on trouve à l'heure actuelle. Alors d'abord, cette catégorie générale de prise de parole que je définis par les caractéristiques suivantes qui sont toutes partagées par les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, hein, que ça soit sur scène ou sur un support numérique. Ben, ils relèvent tous d'oral monologal, donc ce sont des paroles prononcées par un seul locuteur. Ils correspondent à une pratique socioculturelle définie, souvent institutionnelle, régie par des normes, y compris aussi qui a droit à prendre la parole. L'acte langagier constitue l'acte social principal, contrairement à la conversation, qui accompagne souvent d'autres actes qui ont lieu en même temps. Et donc, ces exemples renvoient au langage comme outil de réflexion. Et puis enfin, il s'agit d'un discours qui est mis en scène avec une recherche théâtrale, souvent esthétique, de la langue. À l'intérieur de cette catégorie générale, je distingue podium oratory, où l'orateur parle depuis une scène et de derrière un pupitre, hein, le plus souvent, et qui implique typiquement un auditoire direct, hein, présent. Et je distingue cette catégorie de tout ce qui est prise de parole numérique, digital oratory, qui se décline en deux sous-catégories. D'abord, New Oratory, qui correspond à la première génération de prise de parole numérique. L'orateur s'adresse à un public direct et en même temps à un public en ligne. La prestation en direct est filmée et puis diffusée sur Internet. Et cette diffusion en ligne conditionne la prestation en direct, hein, pour ce nouveau type de trilogue, hein, pour reprendre un terme utilisé, développé par Catherine Carbrat-Orecchioni pour la télévision. Cette catégorie regroupe des formats qui sont développés simultanément, comme les TED Talks, au début de ce siècle, et qui ont vraiment renouvelé le style oratoire pour ce nouveau siècle. Style vestimentaire, par exemple, plus décontracté. Il n'y a plus de pupitre. Donc, l'orateur est libre de se balader sur scène, on voit tout son corps. Et puisqu'il n'y a pas de pupitre sur lequel poser un papier, il n'y a pas de texte. On a affaire à une oralité feinte, c'est-à-dire l'impression d'un discours spontané. Il n'y a pas de trace écrite, mais en fait, c'est un discours archi préparé.
Et puis, New Oratory, je distingue ça de social media oratory, qui est mon propos central aujourd'hui, où l'orateur prend la parole uniquement enfin, en ligne, sur une vidéo postée sur les réseaux. Donc, il s'adresse à un public en ligne, à distance, un peu comme ce que je fais avec vous cet après-midi, mais sans la mise en scène dont j'ai parlé. Hum, alors, attention quand même parce que social media oratory ne concerne pas tous les contenus des vidéos postées en ligne, hein. Au contraire, mais uniquement les contenus qui remplissent les mêmes fonctions, hein, que la prise de parole en public, comme je l'ai défini dans ma catégorie, sur ma catégorie générale, sur ma diapo, dans ma diapo précédente. Donc, il s'agit de contenu sérieux où le locuteur, on le voit. Euh, Même si ces vidéos sont souvent enchâssées au sein d'un écosystème qui, selon la plateforme, se veut ludique. Euh, donc, social media oratory, je le distingue aussi des vlogs, euh, ce format qui recoupe euh, beaucoup plus de fonctions et de formats. Alors, la thèse que je défends, c'est que social media oratory, pour ce social media oratory, le terrain a été préparé par la première génération New Oratory et que aussi ces ces deux nouvelles formes de prise de parole numérique influencent aussi ce qui se passe encore aujourd'hui sur scène. Donc, plus de décontraction, etc. Alors, j'ai essayé de définir un format typique d'Instagram que j'ai appelé le réel incarné, en anglais the embodied real, qui a les caractéristiques suivantes. Déjà, c'est une vidéo selfie filmée par le locuteur lui-même, publiée sous forme de réel, ce format vidéo avec des options créatives. De courte durée. Au début, c'était 15 secondes, ensuite 60 secondes. Après, on est passé à 10 minutes. Maintenant, on peut trouver au-delà de 10 minutes. Et donc, du coup, maintenant, ils ont réintroduit un autre format plus court qui s'appelle le short. En tout cas, il y a quand même ce souci de concision, de vitesse aussi, parce que si vous allez voir, c'est un débit de parole très rapide. Le locuteur ne marque jamais de pause. C'est un contenu incarné. On voit l'orateur qui déploie aussi souvent beaucoup de gestuels. Et puis, il s'agit d'un discours enchâssé à l'intérieur de différents niveaux d'interaction. On peut commenter, on peut liker, on peut reposter la vidéo, etc. Ce réel incarné est l'un des formats qui fonde un nouveau type de discours, puisque Instagram fonderait un nouveau type de discours mondialisé et marquerait une nouvelle manière dont l'individu se représente. Cela fait partie des phénomènes d'exposition et de dévoilement de soi à des fins d'autopromotion qui prolifèrent sur Internet. Ce format a été d'abord, ce format de réel incarné, hein, a d'abord été développé par les utilisateurs lambda des réseaux sociaux, des jeunes principalement, perfectionné par les influenceurs et ensuite repris par d'autres acteurs sociaux, par les dirigeants d'entreprise, par exemple, qui sont désormais appelés à incarner les valeurs de l'entreprise sur scène ou ailleurs, et puis par les politiques, avec l'objectif justement de descendre de leur piédestal, hein, et de cultiver une relation horizontale avec leurs concitoyens, leurs électorats, etc. Vous reconnaissez peut-être Sanna Marin, l'ex-première ministre finlandaise dont on a parlé,
Elle continue à poster sur Instagram, mais c'est une capture d'écran qui date d'une vidéo qui date d'il y a quelques semaines. Alors, le président Zelensky, c'est un cas à part, j'en parle dans mon livre. Lui, il maintient un style plutôt formel et puis il a bien été obligé d'utiliser ce format, de prendre la parole sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'avait pas d'autre choix au début de la guerre en Ukraine. Et puis aussi, c'est devenu vraiment une stratégie de guerre pour lui. On pourrait en parler dans la discussion après. Donc maintenant, quelques exemples de ces réels incarnés sur Instagram. Si vous étiez devant moi, d'habitude, je dirais alors qui est-ce qui a Instagram, levez la main, qui est-ce qui a déjà vu ce type de vidéo? Je ne peux pas faire ça, donc je vais partir du principe que vous êtes un peu comme moi. Il y a encore 2 ans, je ne les avais jamais vus. Donc, c'est un autre monde, vous allez voir. J'ai pris 2 exemples en français et 2 exemples en anglais. Alors, dans cette actualité bien dramatique en ce moment, j'ai décidé d'essayer de choisir des sujets un peu moins dramatiques, même s'ils sont sérieux. Donc, le climat, l'inflation, la réforme des retraites. Je vais commencer par Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Son cas est intéressant puisque la presse anglaise en a beaucoup parlé. Il a pris un spécialiste des médias sociaux en 2021. On parle autrement de sa marque personnelle, de la marque Rishi. C'est intéressant l'utilisation du prénom d'ailleurs ici. Alors, je vous ai mis aussi quelques metadata qu'on trouve. Selon les comptes, ça encore, c'est des contraintes techno-discursives. Selon l'utilisateur, ils peuvent décider ou non de montrer le nombre de vues qu'une vidéo reçoit. Alors, on va écouter Rishi Sunak qui parle du travail de son action. That I put in place as Chancellor during the pandemic. And new figures out today show that, in fact, the UK performed far better economically than previously thought. Those efforts ensured that the UK was the fastest growing European economy during the pandemic. The plan worked then, and that's why it's important that we stick to the plan now to halve inflation and help you with the cost of living. I delivered for you then, and I will deliver for you now. I'm proud of the effort that I put in place. Deuxième exemple, c'est cet activiste pour le climat qui fait maintenant partie du conseil à la Maison-Blanche. Donc ici, il parle de climat. Environmental Justice Advisory Council meeting. Our agenda is environmental racism, legacy pollution, climate refugees, frontlines of disadvantaged communities to stay resilient to the climate crisis. For the next 5 days, I'll be a part of 9 hours of meetings with agencies and individuals talking about what we should be doing within these next few years of the Biden administration. Being the only Gen Z advisor as a part of this council is really important that we're a part of these critical policy decisions. I want to lean on you guys to start a conversation and to reach out to me to talk about what you think should be included in these discussions. I'm here in Phoenix, Arizona. Bon, comme c'est des réels, enfin ça vient de l'anglais real, donc ça continue sans cesse. Hein. Maintenant, des exemples en français. Ici, c'est Emmanuel Macron qui est en déplacement en mars dernier au Gabon pour assister à un sommet sur le climat. Je vais vous faire écouter et vous montrer juste une partie de cet extrait qui dépasse la minute habituelle. Avant d'ouvrir le One Forest Summit. Donc, si on a décidé il y a plusieurs mois de lancer ce sommet avec le président du Gabon et avec tous les pays de la région, les scientifiques et l'ensemble des acteurs pour préserver ces forêts, c'est en raison de l'enjeu même de ces forêts primaires et des tourbières, des mangroves,
de tout ce qui constitue cet écosystème qu'on a en Amazonie, en Afrique, en Asie. C'est à peu près 14% de la surface terrestre, c'est 75% du carbone irrécupérable et c'est plus de 90% des écosystèmes des espèces vertébrées. Donc c'est à la fois un trésor de biodiversité et en même temps une chance extraordinaire parce que ça capte énormément de CO2 en même temps que cela permet d'équilibrer les systèmes hydrologiques et une bonne partie de notre atmosphère. Quatrième et dernier exemple, c'est un activiste français sur Instagram. Il se dit politico-sceptique et aussi vegan depuis 1792. Il dit aussi que, enfin, son slogan, c'est la planète crame et nous, on regarde Netflix. Ici, il parle de la réforme des retraites. Cette vidéo date du mois de janvier. Budgétaire de 400 milliards d'euros. Alors, on a 2 millions de personnes dans la rue parce qu'il manque 12 milliards pour les retraites et lui, il sort 400 milliards pour l'armée. Comme ça, tranquillou. Ça va, on ne dérange pas trop? 400 milliards. Mais mec, on va affronter qui? Les méchants dans Star Wars? Voldemort? Xavier Dupont de Ligonnès? Non, parce qu'avec 400 milliards, on peut partir à la retraite à 30 ans, les gars. Faudrait pas qu'on profite trop de la vie, ça serait trop con. Par contre, pour les hôpitaux, que dalle. Pour la protection sociale, que dalle. Pour la rénovation des bâtiments, que dalle. Non, il y a quand même des gens qui sont chez eux, qui ont pas de thunes pour se chauffer ni remplir le frigo. Mais lui, il double le budget de l'armée. Eh, pas mal pour un mec qui a pas fait son service militaire. Quand tu mets 400 milliards dans l'armée le lendemain d'une manifestation avec 2 millions de personnes dans la rue, c'est pas que t'as peur des autres pays, c'est que t'as peur du tien. Alors, avant de passer au ressort discursif, on peut se poser la question, mais que faire de ces discours? Peut-on les comparer? Quelle place peut-on leur accorder? En les regardant, certains pourraient avoir l'impression de ce monde ouvert, irrespectueux, bruyant et parfois si désordonné que beaucoup y voient un immense bazar incontrôlable et dangereux. C'est la manière dont certains verraient l'univers numérique qui est rapporté par Dominique Cardon. Pour reprendre l'un des axes de ce séminaire, à savoir enfin, les discours véritablement publics et puis aussi les discours circulants dans des contextes micro-sociaux, j'ai fait exprès de prendre des locuteurs qui occupent un statut plus ou moins centralisé, décentralisé, hein, depuis la voix du Premier ministre ou du président élu jusqu'à l'activiste élu dans un conseil à la Maison-Blanche et puis l'activiste français, tout à fait à votre droite. Le cas de cet activiste français est intéressant. J'ai commencé à le regarder en janvier de cette année. Il a été mentionné dans le sujet de France Inter que j'ai cité tout à l'heure. Quand j'ai commencé en janvier, il avait 60 000 abonnés. Maintenant, il en a presque 2 000. Donc, sa croissance a été exponentielle hein, cette année. Pour lui, est-ce qu'on peut parler de parole publique? Bah oui, selon la définition que j'ai donnée tout à l'heure, et aussi, oui, parce que dans la mesure où ces comptes sont publics, hein, on n'a pas besoin de s'abonner à ces comptes pour voir leur contenu. Pour ce qui est des politiques, hein, à droite, à gauche, non, enfin, il y a Sunak là et puis Macron, il est au milieu. Bah, ces exemples témoignent de la grande variété hein, de discours et de fonctions qui reflètent des situations et des circonstances politiques de plus en plus complexes. Donc, Resigel constatait ça déjà en 2008. Mais en même temps, ces exemples projettent l'image d'un homme politique influenceur, hein, où le parti politique perd de la place face à la personnalité politique. On peut dire que ces exemples participent à la crise des discours publics, hein, à l'ère de la post-vérité, qui est bien engendrée hein, par le numérique et les réseaux sociaux,
dans un climat marqué, comme l'ont souligné déjà beaucoup d'auteurs, par la polarisation, la mésinformation et puis la haine numérique. Ce qui frappe en ce qui concerne leur ressort discursif, hein, il y a cette tension entre public et privé, où on s'inscrit dans un débat public, on s'engage pour des sujets de société à des fins de promotion personnelle. Et tous ces ressorts discursifs, je vais vous en montrer rapidement 4, permettent au locuteur de cultiver l'image d'un être authentique, terme utilisé beaucoup hein, pour tout ce qui est communication numérique sur les réseaux sociaux, dans le monde professionnel notamment, et pour construire une relation horizontale avec le destinataire. Donc, si le temps me permet, premier ressort discursif, bah, c'est les choix de prise de vue hein, quand ces vidéos sont filmées. Et tous ces choix construisent l'implication du sujet parlant. Hein. Par exemple, la position centrale qu'il occupe dans le cadre de l'écran qui construit l'autorité. Le regard direct vers la caméra et puis sa position frontale qui marque l'implication. Son regard à hauteur des yeux. Il ne regarde pas du haut d'un piédestal. Le format vertical, mode portrait, qui accroît la dimension interpersonnelle. L'angle rapproché, voire très rapproché. Hein. Vous avez vu des montages hein, dans certaines vidéos hein, qui jouent là-dessus comme système d'emphase, hein, quand la voix se lève aussi. Hein. Et puis, ce plan rapproché montre une contraction de l'espace social et correspond à un type d'extimité. Hein. Donc, c'est-à-dire l'extériorisation de l'intimité des internautes que Pavot lie à ce dévoilement de soi dont j'ai parlé. Deuxième ressort, le choix du lieu et aussi la mise en mouvement. Le choix du lieu, j'appelle ça backstaging, là où on met en scène les coulisses, parce que on parle plus sur scène, sur le devant d'une scène, et au contraire, on va parler de derrière la scène. Et comme les influenceurs qui parlent depuis leur chambre, avec le mug de thé, le mug de café à la main. On a vu ça dans une vidéo. Et donc, aussi, on peut parler tout en bougeant. C'est pour ça qu'on n'a pas vu ça dans les 4 exemples que je vous ai montrés, mais c'est le cas de l'exemple ici que je vous ai remis. Ici, le locuteur se déplace dehors, se filme en tenant son téléphone à la main. Et donc, ça donne l'impression d'un orateur qui parle d'un discours spontané, prononcé sur le pouce. Et ça fait penser au nomadisme et au sentiment de liberté d'expression inhérent à la civilisation numérique. Alors, cette question encore, parole publique ou parole privée, j'ai pu demander à ce locuteur hein, que vous voyez là, qui se balade dehors, qui se filme dehors, ce nutritionniste. Pour vous, je l'avais interviewé pour mon livre, est-ce que pour vous, c'est plutôt, vous avez l'impression de parler en public? Et il m'a répondu, j'ai l'impression de parler en public comme si je parlais depuis ma fenêtre à des passants dans la rue. Et je trouve ça intéressant, cette ambivalence. Ça fait écho aux renégociations des frontières entre vie et personnes publiques et privées hein, qu'on a constaté déjà dans l'enseignement en ligne hein, ces dernières années. Et puis, ça renvoie
au discours public qui emprunte de plus en plus au discours privé. Très rapidement, un petit mot sur les sous-titres avant de passer aux ressources linguistiques. Les sous-titres, on les voit déployés dans certaines vidéos. Les sous-titres sont une option autogénérée hein, par ce format réel depuis 2022. Ils fournissent un affichage écrit dans la langue source des mots qui sont prononcés. Leur emploi tient au fait que les utilisateurs regardent ces vidéos souvent sans le son. Mais alors, ça crée l'effet d'un discours incarné visuellement, mais pas vocalement, et aussi d'un discours représenté à l'écrit qui se dissocie de la voix du locuteur. Et puis quand la vidéo est regardée avec le son, comme on a fait tout à l'heure, on assiste à une sorte de dédoublement hein, assez inhabituel hein, du discours qui est à la fois vu et entendu. Donc on a toutes ces catégories classiques de langue écrite et langue orale qui sont bouleversées. Dernier ressort, avant de conclure, les formes linguistiques. Je passe assez rapidement dessus parce que je trouvais que c'était tout ce qui était multimodal qui était intéressant. Il y avait un travail avec la prise de parole, il y a un travail à faire sur cette langue hybride, ce clivage entre grammaire aux langues typiques de l'oral et typiques de l'écrit. Dans la lignée des premiers formats de prise de parole numérique, comme par exemple les TED Talks, il y a bien à la fois une mise en scène du discours qui rappelle le texte écrit, hein. Il n'y a pas d'enchâssement complexe typique de la langue parlée, mais une syntaxe finalement assez épurée, quelques figures rhétoriques. On le voit à la fin du discours de Sunak qui utilise un parallélisme que je vous ai mis en rouge là. L'influenceur français, il utilise une figure de répétition, hein, même si c'est avec un registre pas très soutenu, hein, que dalle, que dalle, que dalle. Mais en même temps, il y a une densité lexicale propre à l'écrit. Je vous ai mis la transcription de l'extrait d'Emmanuel Macron ici. Donc, il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a une densité cognitive forte qui n'est pas typique de l'oral. Mais en même temps, on a un registre informel, souvent des marqueurs de la langue orale classique, des références à la première personne et des marqueurs de subjectivité. Par exemple, chez Sunak ou chez Macron. Et ce qui est intéressant chez Macron, souvent dans ses vidéos sur Instagram, il commence avec ses tournures voilà. Bonjour, voilà, qui ne prononcerait pas hein, si prononçait un discours sur scène, hein, sur un podium. Et puis il termine aussi, hein, il l'utilise pour conclure. Voilà, en quelques mots, je voulais vous dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'activiste français, registre de langue, utilisation du tutoiement, marqueur d'oral alors, mais je vais passer là-dessus. Ça mériterait une communication en soi. Donc, tout cela est typique de la tendance des discours numériques à l'informalisation et du débat politique où on constate des déclarations qui mélangent faits et émotions. Et pour revenir au concept d'analyse du discours d'éthos, on relève un éthos personnel, informel, amical. Les ressorts linguistiques rejoignent des ressorts d'ordre multimodal, la tenue vestimentaire, la tasse de thé à la main, quelque chose d'authentique, de sincère, amical, informel. Cela participe à cette personnalisation de... Oh, pardon, je
suis allée trop vite, à cette personnalisation de synthèse et de conversationnalisation typique des discours sur support technique et qui sont typiques des relations horizontales de la société capitaliste tardive. Donc, pour finir, en guise de conclusion, je voudrais poser deux questions, une sur la forme et l'autre sur l'objectif final de ces discours. Sur la forme, il y a la question de la variation. Puisque ces vidéos sont créées par les locuteurs eux-mêmes, sans intermédiaire, on pourrait s'attendre à une grande liberté, à une grande créativité, mais on constate en fait, on constate quelques variations, hein, techniques ou autres, mais des variations à l'intérieur d'une même palette, si je peux dire. Et qu'en est-il des variations culturelles? J'ai montré deux exemples en anglais, deux en français, qui sont emblématiques de nombreux exemples que j'ai regardés par ailleurs. Je me demande si une spécificité française serait l'utilisation de l'humour en lien avec l'activisme. Je n'ai pas vraiment trouvé ce mélange chez les locuteurs anglophones et j'ai retrouvé ça chez d'autres Français. Mais sinon, en termes de style de communication, on voit la forte tendance vers le formatage. Donc, finalement, est-ce qu'on n'a pas affaire à une seule et même culture de communication, celle, et je rejoins cette ère anglo-américaine, hein, de l'individualisme, hein, et aussi de cette norme d'authenticité qui caractérise la culture de communication anglo-américaine. Avons-nous affaire à une autre forme de marchandisation, hein, de la langue, où justement des voix individualistes sont piétinées et contraintes à des formulations et à des présentations peaufinées. Ici, l'auteur parle bien d'exemples de prise de parole en public, pas sur les réseaux sociaux, mais de cette première génération de formats de présentation professionnelle. Et pour le cas présent, cette conformité contredirait en fait de manière assez paradoxale la promotion de la diversité reliée par certains de ces activistes. Deuxième et dernière question, quelle finalité dans le débat public? Au-delà de l'autopromotion du locuteur, est-ce que ces locuteurs peuvent à tout hasard faire avancer le débat public? Que se passe-t-il du côté de la réception de ces exemples? Cette question est à mettre en relation avec ce qui a déjà été dit, par exemple, sur le slacktivism ou clicktivism, c'est-à-dire cette idée d'illusion de participer au débat public et qui aurait un lien direct avec la forme que certains ont assimilée à un plaidoyer rendu digeste et consommable pour un large public, mais qui est à long terme neutralisant. Et cette question est aussi alliée à ce qui a été dit sur le risque que si le web permet des contre-publics, il y a peut-être aussi une balkanisation de l'espace d'échange, hein, où il y a une multiplication de chambres d'écho. Pour finir, et c'est vraiment la fin, je vais laisser la parole à des jeunes. J'ai commencé à enquêter auprès d'eux sur cette question de réception. Alors, lors d'un sondage récent que j'ai fait faire, où plus de 50% de jeunes m'ont répondu qu'ils étaient abonnés à des activistes, hein, sur les réseaux sociaux, je leur ai montré les deux exemples d'activistes que je vous ai montrés aujourd'hui. Et je leur ai demandé, mais est-ce que ce type de contenu vous intéresse et pourquoi? Et je vous laisse lire un petit échantillon de leurs réponses. Il y en a qui répondent de manière plutôt positive.
d'autres sont un peu réservés. Et puis d'autres beaucoup plus réservés. Je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée, j'ai dépassé un peu le temps et je serai heureuse d'avoir vos retours et de répondre à vos questions. Est-ce que j'ai Merci un beaucoup. partage? Merci beaucoup, Fiona. Merci beaucoup, ouais. En fait, j'aurais une première question peut-être. Et en fait, je pense que c'est un objet vraiment passionnant, très intéressant, parce que ça ouvre, voilà, plein de questions théoriques et aussi des questions d'actualité. Euh, Peut-être une ou deux observations seulement. La première chose, en fait, ce qui me paraît très important pour justifier cet objet, avec le tournant de l'intelligence artificielle, il y a une pression à nous, pour nous, aux auteurs, de créer des contenus authentiques. De plus en plus, on est submergé dans un océan de choses factices, de qualité douteuse, des choses dont on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et du coup, le performatif devient de plus en plus important. Donc, je pense que ce genre de oratory est une chose très euh, rationnelle voilà, pour répondre à ces exigences du médium technologique qui crée beaucoup de choses artificielles. Euh, L'autre chose, et là, en fait, je ne sais pas si voilà, c'est un peu au-delà de mon sujet. Je me demande si on peut vraiment comparer ces exemples très différents venant de la propagande ou de la politique professionnelle, comme par exemple des politiciens comme Macron et, euh, et Rishi Sunak. Et d'autre part, des blogueurs, les influenceurs qui parfois le font un peu chez eux sans aide particulière. J'imagine que les interventions qu'on voit de Macron et de Rishi Sunak sont hautement préparées par leur département de communication. Et du coup, c'est peut-être autre chose que des blogueurs qui font un peu leur propre cuisine à la maison. Donc voilà. Ce sont deux questions et merci beaucoup pour cette présentation vraiment riche parce qu'en fait, on voit aussi des orientations nouvelles qui sont pas forcément très établies. Donc, j'ai appris beaucoup. Merci. Merci Johannes. Oui, mon sujet, en fait, c'est un beau sujet parce que ça déborde de tous les côtés. Et c'est très riche, donc je pense que j'ai de quoi faire. Euh, euh, oui, l'intelligence artificielle, je voudrais rester optimiste comme toi en ce qui concerne la parole orale, mais quand on voit qu'on peut prendre l'image de quelqu'un, l'insérer dans des vidéos, cette idée que cette parole incarnée peut être trompeuse aussi et faussée maintenant avec la Voilà, technologie. Donc, c'est euh, ça. ce n'est plus non plus un garantie. Et ça, c'est ces derniers mois qui ont montré ça. Cette question apparaît vraiment. Euh, Ta question sur est-ce qu'on peut vraiment comparer ces exemples? Évidemment, j'ai fait exprès de les mettre ensemble. Mais euh, euh, tu suggères que les conditions de production ne seraient pas les mêmes, hein, qu'il s'agisse des hommes politiques, donc ces voix légitimes hein, d'un côté, et puis ces influenceurs de l'autre.
Alors déjà, il y a ce statut d'influenceur. Euh, Quel statut, enfin, officiel, est-ce qu'on lui donne un statut officiel? Il s'agit maintenant d'un métier. Euh, on commence à en parler beaucoup. C'est maintenant un métier encadré par des lois. On peut en vivre. Euh, je suis pas sûre que des influenceurs n'aient pas une stratégie très élaborée, une technicité. C'est pas forcément dans leur cuisine. Ils veulent donner l'impression que ça se passe, c'est leur cuisine, mais d'autres utilisent enfin des studios, etc. Donc, et dans l'autre sens, Macron, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, je pense que c'est vraiment lui qui tient son téléphone. Il faudrait pouvoir savoir les circonstances de production de ces vidéos qui ne sont pas les mêmes sur Instagram que sur YouTube. Euh, il y a d'autres hommes politiques hein, de son premier mandat qui faisaient un peu la cuisine dans leur coin. Il y avait le ministre des Transports de son premier mandat qui était connu pour faire des TikTok et pour plaire aux jeunes, pour parler de ses actions. Et je ne sais pas à quel point c'est vraiment intégré à une stratégie officielle, pensée comme celle de Rishi Sunak, par exemple. Donc, c'est vrai que la question reste posée sur quelle est la part de professionnalisation, de stratégie professionnelle et qu'est-ce qu'on appelle professionnel finalement, dans la mesure où ces influenceurs exercent un métier. Juste une petite remarque, en fait, ici à la Open University, on est en train de discuter de revoir les modalités d'examen et on a un grand problème avec les écrits et du coup, on a une grande pression pour passer à l'oral et à la performativité. Et ton travail évoque ces questions. Voilà, l'authenticité, la vérité liée à certains genres qui changent de statut à cause des changements technologiques. Mm. Donc, merci beaucoup. Je me permets d'intervenir. Il y a dans le chat, donc Justine Simon faisait remarquer, je pense à juste titre, que dans le cadre de la communication d'Emmanuel Macron, on peut s'interroger sur le geste hein, de tenir son téléphone. Et Stéphanie Boudic réagit aussi en posant la question finalement des caractéristiques de ces prises de parole dans le cadre de la communication politique qui empruntent en fait à la communication ordinaire aux influenceurs, aux activistes. Et donc, je ne sais pas si Stéphanie, Justine, vous voulez intervenir pour compléter sur, je dirais, le champ de la communication politique, qui est quand même un domaine à part, particulier, avec des règles genre, qui pourraient éclairer ces mises en scène, parce qu'on est dans dans l'ordre de la mise en scène. Donc, je ne sais pas si Justine ou Stéphanie voulaient intervenir. Et puis, il y avait aussi une question après de Hassan Atifi. Brièvement, mais enfin, moi, il me semble que c'est très travaillé. Enfin, Oui. c'est une hypothèse, hein. Mais je pense que rien n'est laissé au hasard. Et je trouve que dans la vidéo d'Emmanuel Macron, ça tremble pas, c'est professionnel. Enfin, ça me paraît étrange qu'il tienne son téléphone. Et en fait, c'est ce qui construit en fait un ethos. On est toujours dans la question de l'ethos, en fait. On est vraiment dans la question de pousser au paroxysme l'éthos de la spontanéité, de je suis là en ce moment même, je vous parle. Et on voit que c'est pas le même choix qui sont opérés euh, dans les autres vidéos que vous avez pu montrer, que ce soit des hommes politiques ou des influenceurs. Voilà, c'est la question voilà, de la construction de l'image de soi qui va Mm. changer d'une stratégie à une autre. Et j'avais pas de questions, voilà, Non, c'était mais juste pour donner alors la. peut-être Stéphanie, qui a beaucoup travaillé sur la communication politique.
Oui, mais je crois que je crois que moi je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Johannes et par Justine, hein. Merci Fiona Rossette pour cette présentation. Je crois que je ne sais pas dans quelle mesure on peut comparer ou mettre sur le même plan les exemples que vous avez mobilisés, parce que pour moi il est assez clair que la prestation d'Emmanuel Macron, justement, c'est une prestation, c'est-à-dire que tout est millimétré, tout est pensé. Il y a vraisemblablement des conseillers en communication derrière qui lui ont dit comment il fallait se tenir, qu'il fallait mettre une chemise blanche, qu'il fallait effectivement jouer le bon, enfin, je dirais pas le bon copain, mais presque, à destination d'un public qui serait rajeuni par rapport à ses publics habituels lorsqu'il passe sur d'autres médias. Donc je crois que oui, c'est la mise en scène voilà, d'une artificialité qui est pensée pour être authentique, si j'ose dire. Donc ça n'a, à mon sens, pas grand-chose à voir avec ce que peuvent faire les activistes plus ou moins célèbres ou même les influenceurs. Donc moi, enfin voilà, donc je ne sais pas quel est enfin si le projet c'est de faire une comparaison entre ces différents comptes ou entre les manières dont différentes personnalités s'expriment sur Instagram, ou si c'est de voir les conséquences, enfin les conséquences notamment sur les publics, ou sur l'évolution des formes de la parole publique. Mais je pense qu'il y a un bloc effectivement communication politique qui est assez à part par rapport à ce qui peut relever de l'activisme ou de la prise de parole, on va dire, de citoyens ordinaires qui sont extrêmement nombreux sur Instagram et qui peuvent emprunter des codes voilà, liés aux influenceurs ou à d'autres types de personnalités. Euh, voilà. Mais sinon, c'était tout à fait intéressant. Et c'est les auteurs que vous avez cités. Enfin, moi, je suis en sciences de l'information et de la communication et j'ai un parcours plutôt en sciences politiques et en sociologie. C'est des choses que je ne connaissais pas. Donc, j'ai également appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, merci. Et je ne sais pas d'ailleurs, Fiona, si on pourrait avoir accès à votre biographie, éventuellement pour les personnes qui le souhaiteraient. Oui, j'ai pensé plutôt soit vous l'envoyer ou sinon si les personnes voudraient m'écrire directement pour que je l'envoie parce que les faire paraître sur des diapos, ça n'avait pas beaucoup de sens. Oui, absolument. Et justement pour répondre à cette remarque, enfin, quel est l'objectif? Ben, l'objectif au départ, c'était de voir comment une pratique de communication à l'origine réservée aux hommes politiques, hein, essentiellement, hein, enfin, aux personnages politiques, bah, a évolué, a été approprié par toutes sortes d'acteurs de nos jours. Euh, et donc, ce que ça pose en question en termes d'accès à la parole, participation à la vie, au débat public. Et puis bah aussi, est-ce qu'on peut simplement décrire ces formes? Euh, et puis aussi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que ce format a été, oui, développé par des influenceurs, des jeunes, et réapproprié par les hommes politiques pour faire jeune, pour faire authentique, euh, 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 pour avoir pour créer cette horizontalité. Euh, Emmanuel Macron, il a fait lors de la dernière campagne présidentielle, il y a eu une série sur YouTube, hein, justement, qui n'a pas eu beaucoup de succès, pas beaucoup de vues quand j'ai regardé ça pour mon livre. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de scènes en coulisses, hein. C'est très important de montrer les coulisses derrière, d'aller derrière la scène officielle. Et ça, on en parle beaucoup avec les influenceurs aussi. C'est comme forme de légitimité pour prouver qu'ils travaillent, bah, ils se mettent en scène en travaillant. Donc, il y a des choses parallèles, enfin inversées. Euh, euh, je- je- certes, on ne peut pas comparer, mais ils utilisent un même format. Donc, c'est ce format qui pose beaucoup de questions et c'est ça que je voulais faire
faire ressortir aujourd'hui avec vous. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a Hassan dans le chat qui demandait si l'étude de la réception peut-elle être menée en analysant les commentaires postés en réaction aux vidéos? Euh, Vous avez l'habitude de lire les commentaires qui sont d'ordre... enfin, il y a tout type de commentaires, je crois, enfin, des commentaires tendancieux aussi. Il y a tout ce type de commentaires. Donc, euh, moi, je voudrais bien mener enfin, sonder davantage euh, euh, les jeunes qui se désintéressent hein, de la politique habituelle. Et moi, j'étais très surprise. Bon, c'était un petit échantillon, mais plus de 50% qui suivent qui sont abonnés à des activistes. Je leur ai demandé aussi par quels moyens est-ce que quelles sont vos sources pour vous tenir au courant de l'actualité. Euh, Je pense que tout ce travail qui n'est plus d'ordre linguistique est vraiment d'ordre sociologique. Je ne suis pas équipée pour, mais je crois que c'est comprendre la réception dans un cadre aidé par des sociologues euh, pourrait, pourrait être intéressant. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure on peut prendre au sérieux enfin, les commentaires qu'on trouve. euh, et qui sont publiés à côté de ces vidéos. Mais oui, à mettre en parallèle sans doute. Alors, Stéphanie a mis dans le chat voilà, enfin, un projet de recherche, la présentation d'un projet de recherche conduit par le CEDITEC pour prolonger un peu nos échanges. Et alors, il y a une question dans le chat. Donc, voilà, je la lis. J'ai cru comprendre que vous distinguez ces prises de parole sur Instagram d'autres prises de parole numériques. Vous citiez le travail de Christelle Combe sur les vlogs YouTube. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur cette distinction et pour voir ce qu'elle recouvre? Et les activistes politiques qui s'expriment sur YouTube reprennent par exemple plusieurs des ressorts discursifs que vous avez identifiés. Oui, alors YouTube est considéré par les créateurs de contenu comme si on arrive sur YouTube, si on arrive à avoir beaucoup d'abonnés, ben là, on a vraiment réussi. Donc, c'est considéré comme le support le plus professionnel, euh, si vous voulez. Et YouTube, à l'origine, par exemple, bah, c'est pas vertical comme ça, c'est horizontal. C'était le premier type de vidéo en ligne. Euh, et les tendances dont j'ai parlé, euh, registre informel, tenue informelle, évidemment, on les retrouve sur YouTube. Pour pour les vlogs qui ont été travaillés par ailleurs, les vlogs, je crois que c'est une sorte euh, c'est une catégorie que Christelle Combat a établie, euh, mais ça recoupe toutes sortes de choses comme le unboxing, par exemple, où il n'y a pas de paroles de personnes qui s'adressent directement, qui apparaissent devant l'auditoire. Euh, je, Certes, il y a des tendances euh, euh, communes à partir du moment où on emploie le numérique, je pense. Auparavant, j'avais travaillé sur ce que j'ai appelé cette première génération, où il y avait à la fois le public en ligne et le public en direct. Et il y a vraiment une continuité entre, comme j'ai dit, hein, ma thèse, c'est que on n'aurait pas les vidéos que je vous ai montrées aujourd'hui sans cette première étape
qui s'est mise en place à partir des années 2006. Steve Jobs, le début des TED Talks en ligne, présenter sa thèse en 3 minutes, tout cela, c'est arrivé en même temps, hein, et qui fait qu'on n'est pas passé de Martin Luther King à Macron comme ça, comme on l'a vu aujourd'hui, c'était vraiment par étapes. Donc, il y a une homogénéité sur un certain plan, oui. Là, je me permets de rebondir. Peut-être, enfin, je trouve qu'on a aussi cette interrelation entre eux et interdépendance entre la technique et le social, parce que si on prend juste le domaine des orateurs politiques, je pense à ce que vous disiez sur Martin Luther King, on voit que tous les orateurs, on va dire, du 19e siècle au 20e siècle vont s'adapter à la radio, vont s'adapter ensuite à la télévision, vont s'adapter donc à ces nouveaux dispositifs de communication. Et donc, on voit bien cette tension qu'il y a entre les dispositifs techniques et les enjeux sociaux et politiques, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de stratégies de communication. Et donc, l'évolution. Alors après, ce que je trouve intéressant, c'est de, peut-être dans ces comparaisons, c'est de voir aussi à quel point l'imaginaire d'Internet nourrit aussi cette oralité avec cette idée d'horizontalité et aussi d'instantanéité. Alors, il y a eu cette question tout à l'heure sur la question de la réception qui, je pense, est extrêmement complexe. Et je ne suis pas certaine qu'on puisse la saisir par les commentaires parce que euh, beaucoup de personnes, en fait, regardent sans interagir ou sans s'exprimer. Hein, c'est les fameux lurkers. Donc, on est dans une situation où finalement il est très difficile après de saisir les enjeux de réception. Mais comme l'a souligné Justine, je pense que c'est vraiment une question d'éthos aussi, de se construire voilà, un ethos en ligne. Et on voit qu'on va jouer aussi sur les registres de langage avec des activistes qui vont être de ce point de vue-là, d'un point de vue de communication, dans un langage plus relâché pour être plus en phase avec leur public. On voit qu'ici, il y a quand même des stratégies aussi d'acteurs en fonction des publics qu'ils s'imaginent et qu'ils anticipent en fait. Ouais, 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 absolument. Et donc, juste peut-être une question, vous travaillez surtout sur Instagram parce que on a parlé de YouTube, il y a aussi TikTok, et on voit que c'est des formats qui vont aussi changer. Et puis j'avais aussi une remarque sur les sous-titres en fait. C'est parce qu'il y a aussi une anticipation de la réception et que très souvent les personnes aussi regardent des vidéos et donc sans le son. Et donc, les sous-titres aussi permettent d'avoir des situations de réception complexes où on est au travail, par exemple, et on va consulter des vidéos, mais sans le son, et les sous-titres permettent de suivre. Euh, donc voilà, donc je pense que c'est important. Alors, je vois que Amadou Koulibaly a une question. Donc, est-ce que le nombre de vues ou de commentaires d'un post ou d'un live d'homme politique sur un réseau social, Facebook par exemple, peuvent être pertinents dans l'analyse de l'importance de cet homme politique dans l'espace public? Euh, je ne pense pas être capable de répondre à ce type de questions. Je ne suis pas spécialiste de communication politique. Euh, Vous avez, oui, le nombre de vues, euh, euh, je, je, je- et ça serait quand même bien d'avoir accès à, par exemple, à, à ce que euh, celui embauché par Rishi Sunak euh, l'a conseillé de faire. Enfin, on voit le produit final. Euh, en- Dans la presse, on a beaucoup parlé de cela parce qu'il a mis ça en place, cette stratégie, au moment où il était question que Boris Johnson allait partir, allait être obligé de partir. Donc, il préparait bien sa candidature. Donc, ça, c'est un exemple où on peut... Et Rishi Sunak, il est... euh,
il poste énormément sur Instagram et, de manière peut-être plus proche hein, de ce qu'on a vu. Enfin, Macron, il garde la chemise, hein, on ne le verra jamais en t-shirt. Rishi Sunak, on le voit en t-shirt dans certains. Je vous ai mis une photo, une capture d'écran où il n'apparaît pas en chemise. Donc, il pousse plus loin. C'est pour ça qu'il y a une part de variation. Euh, donc, je peux parler que de cet exemple-là. Euh, pour Christine, vous m'aviez demandé est-ce que j'ai travaillé sur d'autres plateformes. Oui, pour le livre, j'ai regardé TikTok aussi, YouTube. Pour aujourd'hui, j'avais décidé de me restreindre à Instagram. Alors, Instagram, Pourquoi Instagram? Puisque c'est la plateforme la plus regardée en ce moment par les jeunes que j'ai sondés, c'est la plateforme qui arrive en tête. Euh, Pourtant, j'ai entendu qu'on est déjà dans un monde post-Instagram. Vous voyez, ça va toujours plus vite. Il y aura un autre plateforme. Enfin, c'est TikTok qui est en train de reprendre. Euh, euh, j'ai travaillé sur YouTube aussi. Euh, Encore une fois, il y a toute une historique des plateformes à faire et qui fait que TikTok a introduit quelque chose et donc par conséquent Instagram introduit cette contrainte aussi ou cette possibilité. YouTube n'avait pas de forme concise, de vidéo concise avant Instagram et c'est pour ça que maintenant il y a des shorts aussi sur YouTube où on voit, c'est la version verticale hein, et non horizontale. Donc, toutes ces plateformes se regardent les unes et les autres pour essayer de rester. Donc, il y a une sorte de conformité finalement, même si chacune essaye de se démarquer. Instagram, on dit que c'est ludique. Ça cultive à la fois l'image, le visuel et le ludique. J'ai essayé d'organiser une table ronde sur la spécificité d'Instagram par rapport à d'autres plateformes. Donc, il y a aussi cet axe-là qui est intéressant, mais qui est sans fin aussi parce que ça n'arrête pas d'évoluer. Et vous avez parlé aussi oui, de toutes ces innovations technologiques qui ont transformé la communication politique. Oui, à commencer par Roosevelt. C'est pas pour rien qu'on a parlé de fireside chats, donc au coin du feu, pour créer cette intimité. Donc c'est l'exemple, c'est le cas qu'on cite toujours, n'est-ce pas, qui marque peut-être officiellement le début de la descente du piédestal. Mm. Alors, ça me fait penser une question. Est-ce que, par exemple, chez Sunak poste sur Instagram et également sur Twitter, est-ce qu'il fait des liens entre les différentes plateformes? Est-ce que ce sont les mêmes vidéos ou est-ce qu'il fait d'autres vidéos? Euh, alors, je ne suis pas allée voir faire une comparaison. Il y a des choses il y a des contenus qui vont être postés sur différentes plateformes à la fois. Mais Instagram, ça reste plus. C'est là où il va faire tomber la chemise. Il aura le t-shirt. Il parlera aussi de certains sujets. Euh, euh, qui va pas aborder sur YouTube ou sur Twitter. Emmanuel Macron, c'est pareil. Il y a des sujets plus ludiques. Les Jeux Olympiques, il en a parlé plusieurs fois. Des sujets un peu plus intimes aussi. Il y a 1 ou 2 semaines, Emmanuel Macron euh, a voulu, enfin, lui et Sunak, on trouve des vidéos, oui, il défend les résultats de ses actions politiques, et puis aussi il y aura une prise de parole d'ordre presque social. Euh, N'oubliez pas d'aller vous faire vacciner, non pas pour le Covid, mais pour d'autres types de vaccins.
Euh, je suis tombée sur une vidéo comme ça l'autre jour et ça, c'est plus intimiste. On va trouver ça sur Instagram et non pas sur, euh, sur YouTube. Mm. Donc, c'est à la fois le choix du sujet qui, sur certaines plateformes, qui est l'interface avec un ethos encore plus intimiste, informel, etc. Mm. Mais cette question du culturel m'interpelle énormément et je trouve est intéressant et importante. Euh, et cette question de variété, enfin, quelle est la part de contrainte, de, de, de mimétisme et quelle est la part de créativité? Oui, ce sera intéressant de voir si l'humour est aussi présent, voilà, dans d'autres aires géographiques ou culturelles. Euh, J'étais surprise que ce soit une spécificité française. Bah, Euh, le créateur de contenu que j'avais interviewé, le nutritionniste, il a cité ça, puisqu'il fait de la veille, donc il regarde des nutritionnistes anglophones. Il fait de la veille et donc il m'a envoyé plusieurs liens. J'ai regardé, j'ai pas trouvé. Lui aussi, il utilise de l'humour. Autre chose qu'il a dite, je lui ai demandé est-ce que tu crois qu'il y a des, des contre, enfin une spécificité française? Et lui, il écrit tous ses textes. Il s'est demandé si, comme il y a la chanson à texte à la française, s'il n'y a pas des textes plus élaborés et euh, dans des vidéos françaises, en français, plutôt que par rapport au contenu qu'on trouve en anglais. Tout ça, c'est à creuser, ça pose des problèmes de corpus, il faudrait pouvoir quantifier ces choses et à partir du moment où on travaille sur des contenus vidéo, ça, c'est très difficile à, 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 à mettre en forme, hein. oui, non, non, c'est compliqué en termes de corpus, oui. D'autant Mm. qu'en plus, il y a des vidéos qui disparaissent. Enfin, il y a aussi cette question du côté éphémère de certaines données en contexte numérique. C'est compliqué. Mm. Merci beaucoup, Fiona. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Fiona. Ben, D'accord, peut-être que nous merci. pouvons... Oui, Luciana, pardon. C'est ça, non, ce je disais, c'était tellement intéressant et tellement complet que ça, voilà, ça a fait le tour. Les questions éthiques peut-être à évoquer une prochaine fois, mais seulement si ça rentre dans votre sujet. Et puis, voilà, c'était très intéressant à voir et à écouter. Mais peut-être merci peut-être à tous et toutes et surtout un grand merci Fiona pour cette présentation extrêmement riche, détaillée et précise. Donc vraiment bravo et moi je serai preneuse de votre bibliographie si vous en êtes d'accord pour avoir ces références. Et rendez-vous, je veux pas dire de bêtises, voilà, rendez-vous le 1er décembre prochain où nous recevrons Patrick Charodeau, qui interviendra pardon, aussi autour d'une de ses publications, comme vous, Fiona, donc sur le sujet parlant au Centre des sciences du langage, qui est lié à son dernier ouvrage. Donc, merci beaucoup, hein, Fiona. Merci à toutes et tous. Je vais arrêter l'enregistrement.